Bienvenue sur ce plateau. On vous attendait avec beaucoup d'impatience. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Vous êtes auteur également de La recomposition du Moyen-Orient après le 7 octobre. On va parler de Gaza. On vient de voir ces images glaçantes de Palestiniens, de civils. On va les appeler comme ça parce que ce sont des civils. Absolument. Qui tentent de rallier les points de distribution de l'aide alimentaire. Ça fait un mois qu'on en parle. Ces hommes, bien souvent, parce que ce sont souvent les hommes qui s'y rendent, attendent et savent qu'en allant chercher un colis, une casserole de riz, de lentilles, eh bien, on peut ne pas rentrer chez soi le soir parce qu'on peut être visé par les balles israéliennes. C'était encore le cas ce matin, 31 morts, plus de 200 blessés. Un mot peut-être là-dessus d'abord. Écoutez, ce sont des images qui entachent terriblement la crédibilité, le symbolisme, l'image d'Israël en tant qu'État démocratique dans le monde. Une image qui est déjà en grande difficulté au sein de la communauté internationale. Tout simplement, ces actes, on ne peut jamais les justifier. On ne peut jamais les justifier. On peut expliquer, on peut interpréter tout cela, mais on ne pourra jamais justifier. C'est terrible. On ajoute du chaos au chaos avec cette distribution de l'aide alimentaire aujourd'hui. Écoutez, au nom de priver le Hamas d'avoir la main sur l'aide alimentaire, on tue les civils palestiniens. Comment justifier cela, n'est-ce pas? On les demande de venir du nord vers le centre, du centre vers le sud. On les regroupe dans le sud. Et au moment les principaux points de distribution sont concentrés vers le sud. Il y en a un seul au nord. Exactement. Et au moment où ils arrivent pour récupérer leur colis alimentaire, on les tue. C'est vraiment, comme vous avez dit, c'est le chaos dans le chaos. C'est la gestion du chaos. C'est la gestion, je pourrais même dire, de l'absurde. Parce qu'il n'y a aucun sens, il n'y a aucun vraiment sens derrière ces actes. À chaque fois, l'armée israélienne ne commente pas ou ne reconnaît pas viser des civils. Ça fait partie d'un argumentaire bien rodé. Écoutez, l'armée israélienne peut ne pas reconnaître ces actes-là, ces opérations-là, ces actions-là, mais ne serait-ce que les actions sont là, les morts sont là, les civils sont là. Ça peut tenir dans le temps, ça, cet argumentaire ou cette absence de réaction, parce qu'on le voit quand même, les lignes ont commencé à bouger au sein de la communauté internationale. C'est évidemment toujours trop lent quand on voit ce qui se passe et quand on s'imagine être à la place de ces Palestiniens. Mais est-ce que ça peut tenir dans le temps? On vient d'évoquer avec Antoine il y a quelques instants ces sanctions décidées par 4 pays à destination de 2 ministres israéliens. Ça bouge quand même. Écoutez, je me suis posé cette question quand j'étais dans le taxi. Est-ce que ça pourrait tenir dans le temps et dans l'espace? Je me disais, pour un État de type, un régime de type Bachar al-Assad, oui. Un régime basé sur la dictature, sur la barbarie, sur la sauvagerie, oui. Un régime comme Bachar al-Assad pourrait se permettre à tuer sans retenir sa propre population. Mais pour un État qui se qualifie, qui s'identifie comme démocratique, comme libéral, comme ouvert, comme acceptable, comme respectable, cela ne pourra pas tenir. Ou bien on accepte d'être identifié comme le régime de Bachar al-Assad, ce qui n'est pas le cas, je ne le souhaite absolument pas, ou bien on est un État démocratique, respectable, acceptable, et il faut cesser immédiatement. En parlant comme ça, vous laissez encore une porte ouverte à Israël, à l'État israélien, au gouvernement israélien. Certains sont beaucoup plus virulents dans leurs propos et accusent aujourd'hui le gouvernement de Benyamin Netanyahou de génocide. On avait la semaine dernière sur ce plateau l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui est évidemment extrêmement dur à l'égard de Benyamin Netanyahou et de ses ministres sur cette initiative. Lui parlait d'épuration ethnique. Vous avez encore espoir sur le fait que les choses puissent changer? Personnellement, je fais une séparation nette, claire et sans aucune ambiguïté entre Israël en tant qu'État et le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou ne représente pas, dans ma grille de lecture, l'État israélien, la société, l'ensemble de la société israélienne. J'ai encore espoir que cet État sauve le gouvernement, sauve l'image d'Israël. Cet État, les institutions d'État, les institutions de la société, les mouvements sociaux, la société civile. L'opposition de gauche aussi, on a entendu Yair Golan encore de nouveau en début de semaine, chef de file de l'opposition israélienne, appeler à la fin immédiate de la guerre dans la bande de Gaza. Il estime que le gouvernement, je le cite, ne représente plus la grande majorité des Israéliens. Vous avez ce sentiment vraiment aujourd'hui? Écoutez, quand on analyse
analyse les indicateurs, quand on analyse les données factuelles, quand on regarde les sondages, on sait très bien que ce gouvernement ne représente absolument pas la mémoire collective d'Israël, la majorité absolue des Israéliens, l'État Israël, l'histoire d'Israël, le récit qui a fait d'Israël d'être cet État, ce territoire, cette société, ce gouvernement est très 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 loin de ce récit. Les nouvelles qui nous viennent des territoires palestiniens, quelles sont les vôtres à vous? On a notre confrère Rami Aboujamous qu'on a régulièrement sur cette antenne et qui était censé, pour rien vous cacher, être avec nous aujourd'hui, mais il est victime d'un blackout. Il n'y a plus d'électricité, il ne peut pas témoigner sur notre antenne. Il nous a quand même donné des nouvelles via les réseaux sociaux, par téléphone. Il a perdu le neveu de son épouse ces dernières heures dans des tirs justement au moment des distributions d'aide alimentaire, et on sent quand même une forme de désespoir, même chez les plus résilients comme lui. Ça, c'est la réalité du terrain, là, maintenant, après 20 mois de conflit. Écoutez, là, jusqu'à là, on a parlé des Israéliens, de la société israélienne, du gouvernement israélien. Maintenant, il faut qu'on parle des Palestiniens aussi. Le mouvement Hamas, le Hamas doit absolument porter ses propres responsabilités. C'est-à-dire quoi, porter ses responsabilités? C'est-à-dire les dirigeants de Hamas, à la fois à Ankara et à Doha, doivent se poser la question jusqu'à quand la population palestinienne pourra tenir dans ces conditions-là. Jusqu'à combien de martyrs, selon leur terminologie, la population palestinienne pourra supporter cette situation-là? Qui est responsable? Certes, Israël a une grande responsabilité, mais le Hamas aussi a une grande responsabilité. Et vous les croyez aujourd'hui en mesure de faire ce calcul et de tirer les conclusions qui s'imposent? Oui, depuis quelques jours, je vois certains dirigeants du Hamas, notamment le conseil spécial de Ismaël Haniyeh, l'ancien Premier ministre, chef du bureau politique, sort de son silence en critiquant officiellement, et sur Al Jazeera, Al Arabiya, Al Hadath, les médias arabes, ils critiquent la décision de Yahya Sinwar. Ils critiquent les cadres dirigeants qui ont amené les Palestiniens dans ce chaos-là. Et il nous dit clairement qu'il y a une bonne partie des cadres dirigeants du Hamas, à la fois à Doha et à Ankara, s'orientent vers cette ligne-là. Autrement dit, le moment est venu pour que le Hamas accepte son désarmement, quitter la bande de Gaza, exiler ses cadres dirigeants et donner une chance tout simplement de survie à cette population. Et il faut que le Hamas choisisse entre son avenir politique, son avenir en tant que mouvement militaire, en tant que mouvement engagé dans la lutte armée, et la survie du peuple supposé le représenter ses intérêts, sa survie, sa sécurité, sa stabilité. Ce qui est en jeu, Elisabeth, aujourd'hui, c'est la survie de la population. C'est l'existence de la population. Si je vous suis bien, Adel Bakawan, vous parlez du Hamas et donc de ces lignes qui sont peut-être en train de bouger. Moi, j'ai aussi envie de vous parler du Fatah et de Mahmoud Abbas, qui a écrit une lettre il y a quelques jours, en début de semaine, à Emmanuel Macron. Il prend des positions très fermes à l'égard du mouvement islamiste palestinien. Il critique les attaques du 7 octobre. Ça n'avait jamais été fait en 20 mois. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre que le curseur, il est en train de se déplacer, peut-être? Il faut comprendre qu'à un moment on est en train d'organiser la suite, là, vraiment? La mouvance nationaliste palestinienne doit comprendre que la lutte armée, l'époque de la lutte armée, la période, la phase historique de la lutte armée pour réaliser le rêve national, à savoir l'indépendance, avoir accès à l'indépendance, la lutte armée n'est plus le moyen. Regardez ce qui s'est passé par rapport à la gauche radicale en Amérique latine. Regardez ce qui se passe récemment en Turquie, n'est-ce pas? Le PKK, après 40 ans de la lutte armée, dépose ses armes et essaye par la voie démocratique, la négociation, le mouvement social, avoir accès à ses droits en tant que... Dans des conditions difficiles, hein. Vous parlez du PKK, mais dans des conditions difficiles, on pourrait s'arrêter là-dessus. Mais si je vous suis bien, on en parlait tout à l'heure avec Antoine et Stéphane, le 17 juin, il va y avoir un grand rendez-vous qu'on attend et qu'on va évidemment commenter sur France 24. Ce sera une conférence de l'ONU pendant laquelle la France, notamment, pourrait reconnaître l'État de Palestine. Il faut forcément passer par là? C'est le moment? Il n'y a pas d'autre solution. Lorsque j'entends les dirigeants israéliens, enfin, du gouvernement israélien nous parle d'un émirat
d'une tribu, hein, l'instauration d'un système tribal pour les Palestiniens sous la forme d'un émirat réussi comme les Émirats arabes unis ou le Qatar, etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. La seule solution, l'unique solution pour la sécurité d'Israël, ne serait-ce que pour la sécurité d'Israël, pour la stabilité d'Israël, pour la protection d'Israël, pour le maintien de l'existence d'Israël dans ce Moyen-Orient en grande difficulté, c'est l'État palestinien. Vous avez 7 millions Israéliens, vous avez 7 millions Palestiniens. En termes démographiques, on est à égalité, ou presque. Les 7 millions Israéliens disposent de leur propre État. Qu'est-ce qu'on fait des 7 millions Palestiniens? Est-ce qu'on doit les forcer pour partir, mais partir où? Il n'y a pas un seul État au monde qui accepte les 7 millions Palestiniens. La seule solution, c'est un État palestinien.